Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde, sur YouTube. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 18 novembre 2023 avec comme titre Crise au gouvernement de Kiev. Le chef de la CIA se déplace lui-même à Kiev pour essayer de résoudre le problème. Et en plus, il est accompagné de David Cameron, un revenant, un ex-premier ministre britannique. Bref, c'est panique à bord côté occidental qui essaye, on va dire, de résoudre le problème de la crise majeure. On peut appeler ça une crise quasiment catastrophique, même au sein du gouvernement de Kiev, puisque Zelensky a quand même projeté de virer tous ses plus proches généraux, Zaloujny inclus. Donc évidemment, ça a mis en panique Washington et Londres, qui ont envoyé leurs meilleurs, entre guillemets, éléments. Voilà. Ça nous rappelle un petit peu quand Zelensky, l'année dernière, a voulu négocier avec Vladimir Poutine euh, et au sommet d'Istanbul, et que quand Zelensky s'est montré vraiment sérieux à négocier, Boris Johnson avait pris son jet gouvernemental et avait volé en urgence vers Zelensky pour le dissuader de négocier avec la Russie. Et cela avait réussi d'ailleurs, puisque les négociations ont été immédiatement arrêtées dès que Boris Johnson a dissuadé Zelensky. Donc ça rappelle un peu le même scénario. Nous verrons. Bref, cette vidéo, comme d'habitude, est en trois parties. Les informations générales qui seront suivies de la conclusion. Et enfin, la carte militaire pour savoir ce qu'il se passe grosso modo sur le terrain. Voilà. Donc les informations générales, comme d'habitude, on va commencer par les nouvelles du front. Et l'information générale majeure pour le front entier, qui fait environ 900 km, c'est que les troupes ukrainiennes ont subi de lourdes pertes, mais sur tout le front. Et ça n'était, à ma connaissance, jamais arrivé ces derniers mois, tout du moins. Donc ça, c'est la grosse nouvelle. Alors maintenant, évidemment, on va parler de ce qui se passe sur les points chauds. Alors sur Bakhmut, au nord de Bakhmut, Wagner est toujours là et bien là et a pris Kromovo. Donc c'était un village important à prendre au nord de Bakhmut. Donc Wagner reprend du poil de la bête, pourrait-on dire. Alors sinon, autre information importante, on a Klishivka et Ivanivke. Alors Klishivka, c'est au sud, plein sud de Bakhmut, alors qu'Ivanivke, c'est une toute petite ville, un gros village pourrait-on dire, à l'ouest de Bakhmut. Donc les troupes régulières russes, donc là on parle plus de Wagner, même si Wagner fait partie des troupes régulières, mais bon, on fait quand même le distinguo, on va dire pour la précision, mais je rappelle qu'officiellement, les troupes de Wagner font partie des troupes régulières russes. Bref, les troupes non Wagner s'approchent dangereusement d'Ivanivski. Donc les Ukrainiens se sont mis en position défensive pour Ivanivski. Alors il n'y a rien de nouveau, hein, puisque les Russes sont aux portes d'Ivanivski depuis très 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 longtemps. Donc bref, pas vraiment de changement à ce niveau-là. Apparemment, il y aurait eu des petits progrès, mais bon. Alors sur Klishivka, alors là par contre les Russes sont plus avancés que d'habitude, c'est toujours une avance incrémentale.
Encore une fois, Klishivka, c'est au sud de Bakhmout. Alors, autre petite info qui est toujours dans la même région, eh bien, on a des troupes russes qui sont en train de se rapprocher de Tchassiviar. Tchassiviar est juste au-dessus d'Ivanivske, à l'ouest de Bakhmout, maintenant appelé Artyomovsk, hein, puisque ça a été repris par les Russes. Donc ça a retrouvé son nom russe, donc Artyomovsk. Donc Tchassiviar qui est exactement à l'ouest de Bakhmout, donc au nord d'Ivanivske, eh bien les Russes, des troupes russes se sont approchés. Maintenant on verra. Alors maintenant concernant Avdiivka, bien évidemment, l'information importante c'est que les Russes ont franchi les lignes ferroviaires donc au nord d'Avdiivka. Je vous rappelle que les lignes ferroviaires longent le complexe minier, hein, on appelle ça une coquerie en français, et apparemment, d'après ce que j'ai lu, ils auraient pris le village de Stepové, qui est le premier village de leur premier objectif il y a 2 semaines. Donc c'est une information qui n'est pas encore confirmée. Mais apparemment, ils auraient pris ce petit village qui était stratégique. Je vous rappelle qu'il y en a un second à prendre pour que leur objectif soit complet, ou du moins leur objectif d'il y a 2 semaines, puisque je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, les Russes avaient échoué à prendre ces 2 villages. Donc il y en a 2, donc Stepové et un autre à l'ouest, à quelques kilomètres. À l'ouest de Stepové, il y en a un autre qu'ils devaient prendre. Et là, ils auraient pris Stepové, c'est-à-dire un de leurs premiers objectifs. J'ai pas eu de confirmation de cette information. À voir. Autre information importante, ben, ils avancent sur tout le front et il n'y a toujours pas eu cette offensive sur Avdiivka des 45 000 hommes. Comme supposé il y a environ une semaine. Cela dit, ce n'était qu'une annonce qu'ils allaient le faire, mais évidemment, il n'y avait pas de date, ni même de période prévue, hein. C'était juste que ils sont 45 000 qui voudraient faire ça, et sur tous les fronts, autour d'Avdiivka. Voilà. Alors maintenant, il faut attendre, nous verrons bien, puisque évidemment, on est dans les suppositions complètes là. Bref, autre information sur Avdiivka, c'est que il y a eu des avancées surtout dans le sud de manière incrémentale. Donc vraiment le nord, il y a une sorte de blocage apparemment parce que les renforts qui sont envoyés par les Ukrainiens se concentrent surtout vers le nord apparemment. Et c'est pour ça que sur le nord, les Russes ont beaucoup de mal. Et donc ils envoient beaucoup de moyens pour que la pince nord se referme. Alors qu'il y a un mois environ, bah, c'est la pince nord qui avançait très bien et la pince sud qui avançait un peu moins bien. Là maintenant c'est la pince sud qui avance. Entre la pince nord et la pince sud, il n'y a plus que 6 km aux dernières nouvelles, éventuellement 5. Bon bref, autre information pour finir sur le front, grosso modo, les Ukrainiens ont refait des tentatives de traversée du Dniepr, sauf que là, cette fois, eh bien, ils ont réussi. Donc ils envoyaient plus de troupes que d'habitude pour traverser le Dniepr. Alors ils ont utilisé l'endroit du Dniepr dans l'oblast de Kherson, c'est-à-dire le sud de l'Ukraine, où il y avait le plus d'îlots, afin de faciliter leur traversée. Alors ont-ils utilisé des ponts mobiles? Je ne le sais pas, je suppose que oui, ça me semble absolument obligatoire. Alors pourquoi je vous dis ça? Bah apparemment, d'après le ministère russe de la Défense, il y aurait eu des chars et des véhicules blindés. Et ils ont même le décompte de ces véhicules détruits. Donc effectivement, ils ont réussi à traverser, en plus avec des véhicules blindés, ce qui pour moi est la première fois, à ma connaissance. Et d'après le ministère de la Défense russe,
les Russes auraient détruit 2 chars, 17 véhicules blindés et auraient tué 460 soldats ukrainiens, ce qui est une lourde perte, il faut le dire, si on en croit le ministère de la Défense russe, bien sûr. Donc oui, c'est une réussite hein, ukrainienne, parce que c'est la première fois qu'ils arrivent à faire passer, si c'est bien ce que j'ai compris, donc des tanks et des véhicules blindés. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un doute si c'est sur la rive ouest qu'ils ont été détruits ou sur la rive est, c'est-à-dire côté russe. Donc ça c'est mon interrogation. Bon, on va dire, on va être optimiste pour les Ukrainiens et dire qu'ils ont été détruits quand ils sont arrivés sur la rive est, c'est-à-dire côté russe. En tous les cas, bon, ça ne change pas au résultat. Alors ce qu'ils ont fait, bah, c'est très bien. C'est une avancée importante par rapport à ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire n'envoyer que des soldats, que des fantassins. C'est une avancée importante, ça veut dire qu'ils peuvent traverser le Dniepr en utilisant les îlots pour faire passer des véhicules blindés malgré le temps. Donc c'est une avancée côté ukrainien indéniable. Bon, cela dit, ça ne change absolument rien au résultat. Et comme je le répète, comment consolider le terrain une fois arrivé? Surtout quand les Russes les attendent de pied ferme. Alors tactiquement, ils ont réussi quelque chose, effectivement, qu'ils n'avaient jamais réussi à faire avant, mais stratégiquement, ça n'a strictement aucun intérêt. Ça, c'est juste du court-termisme. On a réussi à traverser le Dniepr avec des véhicules blindés, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on prévoit? Qu'est-ce qu'on prévoit pour se défendre, pour consolider le terrain? Comment fait-on pour avancer plus loin après? Voilà. Comment fait-on pour protéger le pont qui a permis la traversée des blindés? Avec quoi on le protège? Voilà. Alors évidemment, tout ça est tombé à l'eau pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Donc je m'interroge sur l'utilité de ces gesticulations militaires. Alors là, voici un article de Top War, donc le site militaire. Que lit-on donc au 12 novembre sur la traversée, la fameuse traversée du Dniepr par les forces armées ukrainiennes? Que lit-on? Les forces armées russes ont montré des images de la destruction des militaires ukrainiens qui ont traversé le Dniepr avec des munitions thermobariques TOS A1. Alors le TOS A1, c'est un lanceur de roquettes multiples russe qui peut lancer tout un tas de sortes de roquettes. Et les Russes l'appellent Katyusha. Bon, c'est et les Anglais appellent ce genre d'engins les MLRS, pour information. Donc, bon, là, vous voyez une image des tirs. Donc, les Ukrainiens arrivent comme ça. Hein, vous voyez, là, c'est le Dniepr avec des petits îlots. Ils arrivent comme ça. Bah, comme je vous l'avais dit précédemment, bah, ils arrivent là où il y a le plus d'îlots possible, évidemment, pour que ça soit le plus facile possible. Et là, vous voyez les tirs de roquettes ici sur les Ukrainiens. Donc, l'armée russe montre des images montrant le stand de tir à Klinky. Donc, stand, bon, c'est une façon de parler, stand de tir, hein, qui a déjà été rapporté, y compris dans les pages de Military Review. C'est un autre magazine militaire américain. Rappelons que des sources ukrainiennes antérieures écrivaient quotidiennement que les forces armées ukrainiennes avaient réussi à traverser le Dniepr et à prendre pied, entre guillemets, dans le village de Klinky, dans la région de Kherson. Ce village est situé sur la rive gauche du Dniepr. Alors bon, bref, je vous passe. Je veux surtout vous montrer une vidéo. Les images diffusées par les forces armées russes suggèrent que l'armée russe est en train de créer une véritable tempête de feu pour les militaires ukrainiens qui ont traversé la rive gauche du Dniepr. Des systèmes de lance-flammes lourds A1 sont utilisés, ce qui annule tous les efforts de la partie ukrainienne pour contrôler effectivement au moins une partie de la rive gauche de Kherson de Krinoki. Donc vous avez compris que quand ils disent pour eux la rive gauche, c'est la rive est côté russe. Donc là, vous voyez, les Ukrainiens arrivent de ce côté-là pour aller vers le côté russe qui est là. Voilà. Donc là, vous voyez des îlots un peu partout. Donc je vous montre la vidéo
des drones russes. Donc vous voyez les Russes qui bombardent avec le TOS A1. Donc d'abord ici, ensuite ici. Là. Là. Voilà. Et là, c'est... voilà. Là, c'est... Il jette tout, là. Il jette tout. Donc, je vous rappelle que là, c'est des roquettes thermobariques. Hein. Donc, ça fait pas de cadeau. Hein. Voilà. Donc, les paquets de munitions thermobariques donc du TOS A1, donc les Solstiep Piok, couvrent l'accumulation de personnel ennemi. Donc, en fait, les Russes ont commencé doucement le temps que tout le monde arrive. Le temps que tout le monde arrive ici. Et ensuite, une fois que pour eux, selon leur estimation, les Ukrainiens sont plus ou moins arrivés, donc ils les attendent, là ils bombardent afin de tuer un maximum de soldats. Donc couvre l'accumulation de personnel ennemi. Donc ça c'est un terme militaire qui vous décrit ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire ils attendent une accumulation afin qu'ils soient en nombre maximal. Ils attendent qu'ils aient tous fini de traverser pour les bombarder. Donc qui allait utiliser des maisons privées du village de Klinky comme point de tir et position pour avancer davantage vers le sud, vers une petite zone forestière. Les TOS A1 sont également pratiqués directement, alors pratiqués, c'est la traduction de Google, hein, sont également utilisés directement le long du littoral où de temps en temps des groupes de débarquement ennemis débarquent, comme je vous le dis déjà à maintes reprises, notamment sur des bateaux et des radeaux automoteurs. Donc des radeaux automoteurs, c'est-à-dire des petites barges avec des petits moteurs. Voilà, donc voilà, comme ça vous avez une vue par image du débarquement des Ukrainiens du Dniepr. C'était intéressant à voir quand même. Enfin bref, c'est complètement ridicule. C'est vraiment la politique jusqu'aux derniers Ukrainiens, car évidemment, ce ne sont que des coups de com', comme on dit maintenant. C'est que de la communication pour dire, bah écoutez, on fait quelque chose. On peut même pas appeler ça un coup d'éclat. Hein. Dire, ah oui, bravo, hurrah, on a atteint la rive Est. Ah c'est bien, hein, vous avez atteint la rive Est. Et ensuite, donc, comme d'habitude, ils subissent de lourdes pertes. Sauf que là, bon, bah, cette fois, il est vrai, apparemment, ils n'ont pas été tous massacrés, alors que c'est le cas d'habitude. Hein, en général, hein, évidemment, il y a toujours quelques petites exceptions où il se peut qu'il y ait quelques survivants. Voilà, donc on va voir combien de temps ils tiennent, hein, si demain ils seront complètement massacrés ou pas. Et en plus, là, ils ont été repérés et ils ont subi de lourdes pertes. Bref, ça n'a strictement aucun sens. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez me dire que je radote, parce que ça fait des mois et quasiment un an que je vous répète les mêmes choses, parce que ça fait des mois et des mois, je peux même plus compter les mois, où ils font des tentatives comme ça. Et c'est toujours en vain, bien évidemment, et ça peut pas en être autrement. Sans compter que tous ces mois passés à faire des tentatives, bah les Russes, c'est une routine pour eux, c'est quasiment administratif. Hein. C'est-à-dire, bah oui, bah évidemment, ils parcourent les berges. Bien évidemment, il y a des petits bateaux avec des soldats qui ont des visières nocturnes. Il y a des patrouilles sur la berge qui ont des visières nocturnes, bien évidemment. Et puis, vous doutez bien qu'il y a des snipers avec des lunettes infrarouges. Et puis, ils doivent s'en donner à cœur joie. Donc, c'est évidemment, ça fait des mois qu'ils font ça. Donc, c'est comme les lignes de défense de Soulovikine. Les Russes sont prêts, ils les attendent de pied ferme. Puisqu'ils n'arrêtent jamais, ils font toujours la même stratégie. Ça ne change jamais. Bon, bref, j'arrête là. On va passer à autre chose.
Donc, autre information, bah là c'est la Rasputitsa, c'est la période des pluies. Et donc les Ukrainiens qui utilisaient déjà peu de véhicules blindés, peu de chars, bah, ils en utilisent encore moins. Mais c'est pareil côté russe. Les Russes utilisent aussi moins de blindés en général. Donc ça c'est vrai aussi pour eux. Mais eux, ils peuvent encore utiliser beaucoup plus de blindés que les Ukrainiens, puisque les blindés, les chars russes sont beaucoup plus légers que les chars occidentaux. Par exemple, les Léopard 2 ou les Challenger 2, qui, de mémoire, les deux font à peu près dans les 60 tonnes, voire plus pour le Challenger 2. Donc, les chars russes, en grosso modo, font dans les 45 tonnes, à peu près, pas plus. Donc, les chars russes sont plus petits et plus légers. Donc, pour eux, c'est moins difficile de rouler sur des terrains boueux. Autre information importante à savoir, comme on est en plein automne, bah évidemment, il n'y a plus de feuilles ou quasiment plus de feuilles sur les arbres, ce qui fait que les Ukrainiens bah, pourront quasiment plus se cacher. Donc ça va devenir encore plus difficile pour eux. Donc étant donné que les Russes ont une suprématie aérienne maintenant totalement écrasante, donc les avions et les hélicoptères de combat vont s'en donner à cœur joie, sans compter les drones de reconnaissance et évidemment les drones suicides. Parce que pour tout cet armement-là, ça va être beaucoup plus facile pour les Russes déjà de débusquer les Ukrainiens et de les détruire. Donc les Ukrainiens ont beaucoup de mourons à se faire de ce côté-là. Parce qu'évidemment, les Ukrainiens, bon, comme le côté russe aussi, hein, bien sûr, utilisaient beaucoup le feuillage pour se camoufler. Bah, là, c'est fini maintenant. Ce sera fini. Donc, sauf que l'avantage est très très largement côté russe, puisque les Russes, ils ont encore bah, beaucoup de drones de reconnaissance, beaucoup de drones suicides, bah, ils ont toute l'aviation, les hélicoptères de combat, bien évidemment, sans compter les images satellites ou les avions de reconnaissance qui permettent bah, d'espionner un peu le front et de voir où est l'ennemi. Donc sans le camouflage des feuilles, ça va être beaucoup plus facile pour les Russes de combattre. Alors c'est pas le cas côté ukrainien parce que comme vous le savez tous maintenant, les Ukrainiens bah, ont de moins en moins de drones et ça devient catastrophique. Je vous rappelle qu'il y a quelque temps, la Chine n'a plus vendu de drones aux Ukrainiens ni de composants électroniques aux Ukrainiens. Donc c'était déjà pas facile pour eux avant, ça devient encore plus difficile. Donc ils ont de moins en moins de drones. Les brouillages russes sont de plus en plus efficaces avec le temps qui passe. Donc pour les Ukrainiens, c'est une pure catastrophe, bien évidemment. Surtout que les Ukrainiens, comme vous le savez tous aussi, eh bien, ont des problèmes de munitions, c'est-à-dire d'obus. Moi, ça, depuis très très longtemps, vous le savez tous. Et en plus, ils n'ont toujours aucun appui aérien. Et ils en auront de moins en moins de toute manière. Le peu qu'ils avaient par-ci, par-là, ben, ils vont plus rien avoir du tout, du tout. Ça va être zéro. Donc ça va être extrêmement difficile pour eux. Le temps, le temps météorologique joue contre les Ukrainiens avec le temps qui passe en plus, bien sûr. Pour toutes les raisons que vous savez déjà, je ne vais pas m'étaler dessus, les raisons politiques, principalement aux États-Unis, où il y a une fatigue de la population américaine, une fatigue de la population européenne, des aides qui se tarissent à vue d'œil, c'est-à-dire des aides américaines vers l'Ukraine, ça se tarit à vue d'œil, et Zelensky est de plus en plus esseulé. Donc ça se présente très mal sur le front côté ukrainien si on veut donner un mot de la fin de tout cela. Alors maintenant on va passer aux articles de presse intéressants. Que lit-on dans Asia Times, c'est-à-dire un des plus grands journaux asiatiques au 15 novembre? Le patron de la CIA se dirige vers le Z-Day à Kiev
alors que l'Ukraine vacille. William Burns, patron de la CIA, s'envole pour la capitale ukrainienne pour des réunions urgentes et secrètes avec Zelensky. C'est lui, William Burns, donc c'est le patron de la CIA. Que lit-on? Le mercredi 15 novembre est le jour Z de la guerre en Ukraine. Le chef de la CIA, William Burns, arrivera à Kiev pour des réunions urgentes et secrètes avec Zelensky. Cela vaut la peine de se demander pourquoi Burns est-il en mission urgente en Ukraine? La réponse à cette question est que l'Ukraine est en train d'imploser. L'effondrement du régime Zelensky n'est pas surprenant. L'Ukraine a subi bien trop de pertes pour survivre encore longtemps. L'Ukraine doit soit trouver un moyen de conclure un accord avec la Russie, soit faire face à une rébellion interne. C'est très bien cet article, puisque ça correspond exactement à ce que je vous disais la semaine dernière dans mon point sur l'Ukraine. Mais ça fait plusieurs points sur l'Ukraine où je vous ai déjà parlé de ce problème en interne dans le gouvernement kievien. Ça a commencé avec, vous savez, la corruption massive de ce gouvernement ukrainien. Et je vous rappelle que Zelensky était au centre des Pandora Papers. Voilà, petit rappel comme ça. Donc moi, ça fait longtemps que je vous le dis. Mais là, c'est dans un très grand journal. Donc c'est parfait. Zelensky prépare le terrain pour que le général ukrainien Valery Zaloujny soit arrêté et purgé. Alors là, évidemment, ça a atteint un autre cran, puisqu'il n'y a pas longtemps, Valery Zaloujny, suite à son entretien dans The Economist, donc avait avoué donc au monde entier, puisque c'est un journal de référence mondiale, que l'armée ukrainienne était en piteux état, et que si elle n'avait pas d'armes entre guillemets magiques ou d'armes révolutionnaires, elle ne pourrait rien faire. Alors là, ça a été trop loin pour Zelensky, puisque ça fait suite à l'article dans Toujours The Economist, où Zaloujny avait dit écoutez, moi si j'ai pas 700 obusiers, 500 chars, 600 véhicules blindés, je peux pas gagner la guerre. Ça, c'est ce qu'il avait dit dans un ancien article de The Economist. Ça avait fait jaser à l'époque, évidemment j'en avais amplement parlé, mais là il était trop loin, Zaloujny. Dans son article, le dernier de The Economist, où il disait que l'Ukraine était dans l'impasse. Bref, je continue. Il est probable qu'il prépare le terrain en limogeant, Zelensky prépare le terrain en limogeant 3 généraux liés à Zaloujny. Eh oui. Donc déjà, le fait que Zaloujny soit arrêté et purgé, c'est-à-dire viré, souvenez-vous pour comment j'appelais Zaloujny, c'est-à-dire le général fantomatique, ou le Zaloujny fantôme, comme je le disais à maintes et maintes reprises dans mes points sur l'Ukraine, parce qu'il avait disparu. Il avait totalement disparu. Zaloujny, il a un vieil historique avec Zelensky, ils ne se sont jamais entendus. Et Zaloujny, lui, c'était celui qui disait qu'il fallait faire une retraite à Bakhmout, et Zelensky ne voulait pas l'entendre. Bref, Zaloujny, lui, pense à ses hommes. Zelensky n'en a absolument rien à faire des hommes. Tant que la com est là, c'est tout ce qui compte. Donc c'est pour ça que Zaloujny a toujours été contre Zelensky. Bref, je vous rappelle que le bras droit de Zaloujny, un général, a été assassiné chez lui lors de son 39e anniversaire en ouvrant un cadeau piégé avec des grenades. Donc son bras droit est mort immédiatement et son fils de 12 ans qui était à côté de lui a été gravement blessé. Voilà, bon ça c'est typique des méthodes ukrainiennes. Et je vous rappelle que quasiment le même jour, l'autre bras droit de Zaloujny, un général qui commandait les forces spéciales ukrainiennes, lui il a été licencié, mais de manière furtive. C'est-à-dire que ce général-là a appris le fait qu'il était viré par les journaux ukrainiens. C'est très drôle, hein. Donc, et ça c'est je vous reprends ça des articles de Ukrainska Pravda, c'est-à-dire des journaux ukrainiens. Bon bref,
Je digresse, on va reprendre l'article. Donc Zelensky, hein, il est probable, c'est Zelensky, prépare le terrain en limogeant 3 généraux liés à Zaloujny. Alors là, le principal collaborateur de Zaloujny est déjà décédé dans ce qui est décrit comme un accident. Tiens, bon ça je viens de vous en parler. Donc ça c'est les 3 têtes que Zelensky voudrait voir tomber. Donc il s'agit du commandant des forces conjointes des forces armées ukrainiennes, Sergei Naïev, lui, du commandant du groupe opérationnel et stratégique, Tavria Alexandre Tarnavetsky, lui, et du commandant des forces médicales des forces armées ukrainiennes, Tatiana Ostachenko. C'est elle. La stratégie d'épuration de la Russie. L'Ukraine a connu 3 armées, et la majeure partie de l'armée actuelle est composée d'hommes plus âgés, de femmes et de garçons sans formation. Vous vous souvenez, alors pourquoi ils emploient le terme garçon? Alors ça c'est de manière indirecte, c'est pour, je ne cesse de vous le répéter, hein, je radote bien sûr, mais maintenant, en réalité, c'est de 16 à 65 ans. C'est pour ça qu'ils emploient le mot garçon. Ils deviennent des corps pour remplir les terriers et les revêtements qui tentent de retenir les Russes. C'est la traduction Google, hein. Alors évidemment, ça paraît des termes très durs, mais en anglais, c'est un peu moins dur quand même. La Russie elle-même n'est pas particulièrement pressée. La stratégie russe consiste à saigner les forces armées ukrainiennes et à créer une crise politique à Kiev. L'effort russe est en avance sur le calendrier, ce qui a surpris Moscou autant que Washington. À Kiev, une guerre interne a éclaté entre Zelensky et Satiko Grassi. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, vous avez compris en lisant tout l'article. Donc entre Zelensky et son entourage de généraux, d'une part, et les dirigeants de l'armée ukrainienne. Bon, après ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, vous voyez le tableau, hein. Et ça, c'est Asia Times, un des plus grands journaux du monde, hein. Un des plus grands journaux. Voilà. Autre information intéressante. Dans The New York Times, du 16 novembre, c'est-à-dire quasiment le même jour, hein, on a quoi? De manière concomitante avec l'arrivée de William Burns à Kiev, on a David Cameron qui se rend à Kiev pour montrer que le Royaume-Uni n'a pas oublié l'Ukraine. Alors j'aime bien, on déterre un vieux David Cameron, qui est un ex-premier ministre anglais il y a longtemps, très longtemps même. Et on le déterre, voilà, on le bombarde ministre des Affaires étrangères. Il se rend à Kiev pour montrer que le Royaume-Uni n'a pas oublié l'Ukraine. Alors que l'attention mondiale est tournée vers la guerre à Gaza, le président Volodymyr Zelensky a averti que son pays ne pouvait pas se permettre un conflit gelé avec la Russie. Et là, je dois admettre que Zelensky a raison. Effectivement, il ne peut pas se permettre un conflit gelé. Et puis là, pour ne pas faire de jeu de mots avec le terme gelé, l'hiver approche. Et là, les Russes bombardent beaucoup avec des missiles les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Là, c'est ça. Ils viennent d'envoyer beaucoup de missiles sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Évidemment, pour mettre le pays aux abois, bien évidemment. Alors, on va pas tout lire, hein, parce que bon, l'article est quand même un peu long, mais juste le début. L'ancien Premier ministre britannique David Cameron, dans son nouveau rôle de ministre des Affaires étrangères, a promis lors d'une visite surprise en Ukraine que son pays maintiendrait son soutien militaire à Kiev aussi longtemps que cela prendrait, dans un effort pour rassurer au milieu des craintes que l'Ukraine ne soit victime d'une attaque, oubliée alors qu'une grande partie de l'attention du monde se concentre à Gaza. Donc vous voyez l'état de panique entre le patron de la CIA, qui arrive de manière simultanée avec David Cameron. Donc en gros, c'est les États-Unis et l'Europe, entre guillemets, hein, bien sûr. C'est-à-dire le monde occidental qui arrive à Kiev
pour dire à Zelensky, bon là, faut qu'on règle les choses. Alors évidemment, le fait que, comme on l'a déjà lu, William Burns arrive à Kiev ainsi que David Cameron, bah, c'est le même coup que Boris Johnson. Alors je me répète, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis parce que c'est très important. Là, ces deux personnages très éminents arrivent à Kiev pour convaincre Zelensky de négocier avec Vladimir Poutine. Parce que si ça continue, c'est toute l'Ukraine là qui va tomber dans les mains de la Russie si ça continue comme ça. Donc c'est pour ça qu'en fait ils sont là pour pousser Zelensky à négocier. Comme déjà je vous le dis depuis fort longtemps. Alors là maintenant on va lire un article extrêmement important et surtout très édifiant qui dit la vérité sur ce qui se passe vraiment sur le front ukrainien. Alors, que lit-on dans le journal El País, le grand journal espagnol? Assiégés sur la ligne de front ukrainienne d'Avdiivka, deux points ouvrez les guillemets, les Russes sont mieux préparés à la guerre et à la mort. La supériorité aérienne et d'artillerie de Moscou pousse à bout les défenseurs de la ville stratégique de la province de Donetsk, alors que les réserves de munitions s'épuisent. Munitions ukrainiennes, bien sûr. Donc là, déjà, le titre vous met dans l'ambiance et vous dit tout, déjà. Mais bon, on va lire exceptionnellement tout l'article, qui date du 13 novembre. Que dit-il? Le jour se lève sous le couvert du brouillard à Otcheritine, offrant la meilleure protection contre la domination aérienne russe. L'artillerie automotrice ukrainienne en profite pour déverser une pluie d'obus sur l'ennemi dans un barrage d'une durée d'environ 20 minutes, jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir sur le village du front d'Avdiivka, à l'est du pays. Le ciel est contrôlé en permanence par des drones russes. Les opérations d'artillerie ukrainienne sont courtes pour éviter que leur position ne soit identifiée. Vendredi matin dernier, les canons ukrainiens visaient le secteur le plus décisif de la bataille, à un peu moins de 6 km, la voie ferrée reliant Avdiivka à l'Ukraine non occupée. L'article date du 13 novembre. Donc là, à ce jour, c'est-à-dire au 18 novembre, ils ont passé la voie ferrée depuis le 16 novembre. Donc les Russes sont allés au-delà de la voie ferrée et même avec des véhicules blindés. Ça, c'est aux dernières nouvelles, donc au 18 novembre. Bref, donc la voie ferrée reliant l'Ukraine non occupée. Ivan cueille quelques brins d'herbe sèche et s'en sert pour reproduire une carte de la zone où combattent ces hommes. Comme tous les militaires interrogés pour cet article, il préfère ne pas donner son nom complet. Son rôle est de coordonner les compagnies d'assaut de la 47e brigade mécanisée, l'une des unités ukrainiennes dotées d'armes et d'entraînement de l'OTAN. Ingénieur civil de profession, Ivan a suivi une année de formation avant de rejoindre la guerre, dont 4 mois en Allemagne et en Lituanie. Ces hommes défendent la voie ferrée sur le flanc nord d'Avdiivka. La voie ferrée est surélevée, servant de mur de soutènement contre l'avancée des blindés, et à partir de là, le mouvement de l'infanterie peut également être ralenti. Et là, suivez bien. Si les Russes prennent le contrôle des voies ferrées, ce sera un désastre, estime Ivan. Donc, vous voyez, si les Russes prennent le contrôle des voies ferrées, ce sera un désastre. Je viens de vous dire que les Russes ont déjà franchi la voie ferrée et ont déjà commencé à même l'avoir franchie avec des véhicules blindés. Donc on peut dire qu'au 18 novembre, c'est déjà un désastre. Donc Ivan a un petit peu prophétisé la chose. Avant la guerre, Avdiivka comptait plus de 30 000 habitants. Il y en a désormais moins de 2 000. Par désastre, c'est officié en tant que les Russes, en dominant les routes, peuvent assurer l'avancée de leurs troupes pour encercler Avdiivka par le nord. L'assaut russe se concentre aux abords de la coquerie de la ville, la plus grande usine de production de ce type de carburant en Europe. Le problème est que l'ennemi a déjà pénétré sur un tronçon de 3 km de voie ferrée. Ils n'ont aucun contrôle. En une seule journée, nous pouvons y prendre et y perdre 3 fois des positions.
Nous combattons à 30 mètres, explique Ivan. Ils continuent d'arriver par peloton de 10 à 15 hommes. Ils nous attaquent constamment. Les pertes russes sont innombrables, dit Ivan, mais du côté ukrainien, elles sont également très élevées. Lui-même a perdu la totalité de son peloton de 17 hommes, morts ou capturés. Donc là, vous voyez une carte de El País, donc avec Avdiivka qui est ici. Voilà, bon, c'est une carte vraiment vite faite, hein. Là, c'est juste pour vous montrer la voie ferrée, hein. Voilà, tout simplement. Le gros de la 47e brigade mécanisée a été transféré à Avdiivka à la mi-octobre, lorsque l'actuelle offensive russe visant à prendre la ville a commencé. Ivan et ses hommes avaient déjà participé à l'échec de la contre-offensive estivale ukrainienne sur le front de Zaporojye. La 47e brigade a beaucoup souffert au cours des 3 premiers mois de la contre-offensive lorsque Kiev a opté pour une stratégie d'assaut avec de grandes colonnes de blindés. Les champs de mines et les défenses fortifiées russes ont ralenti l'avancée et l'artillerie ennemie et les bombes de drones ont facilement détruit les véhicules et les troupes. Des sources militaires sur le front de Zaporojye assuraient à ce journal en septembre dernier que la 47e brigade avait perdu plus de 30% de ses effectifs dans cette bataille, environ 2000 de ses 5000 soldats. Ivan affirme avoir vu mourir 16 de ses camarades. Entre guillemets. Mais c'est pire émotionnellement à Avdiivka, ajoute-t-il, car défendre est plus dur pour le moral qu'attaquer. Il faut prier à l'abri dans les tranchées pendant 4 jours, le temps des rotations pour que leur artillerie ne vous tue pas, puis résister aux assauts après assauts de leur infanterie. Les pertes russes lors du siège d'Avdiivka se comptent en centaines de véhicules blindés et en milliers de vies humaines. Les comptes de propagande militaire ukrainienne sur les réseaux sociaux ont partagé de nombreuses vidéos des destructions causées aux forces d'invasion, notamment par les armes à sous-munitions fournies par les États-Unis. Donc ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pertes côté russe. Maintenant, en milliers de vies humaines, bah évidemment, en centaines de véhicules blindés, bon, ça reste El País, hein, un des grands journaux occidentaux. Il ne pouvait pas dire autrement, hein, évidemment. Mais Ivan secoue la tête en signe de désapprobation. Hormis l'entraînement de leurs troupes, dit-il, les Russes sont supérieurs à tous égards, et ils ont des ressources à revendre. S'ils prennent la voie ferrée, ils enverront à nouveau les blindés. Et si 10 véhicules sortent de leur deuxième ligne, notre artillerie les frappera. Oui, mais 4 passeront et atteindront leur destination. Ivan souligne la principale différence entre les armées ukrainiennes et russes à Zaporizhzhia. Son escadron encercle une position russe défendue par des soldats professionnels d'une division aéroportée. La force adverse a fini par manquer de munitions et a été invitée à plusieurs reprises à se rendre selon son récit. L'ennemi s'est fait exploser avec des grenades. Je ne connais aucun Ukrainien qui ait fait cela. Ils ont une conception différente de la vie. Les Russes sont mieux préparés à la guerre et à la mort. Ces propos coïncident avec les déclarations faites à The Economist par Valery Zaloujny, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Sa plus grande erreur, a admis Zaloujny, a été de croire que les 150 000 soldats russes tués en Ukraine, selon ses calculs, suffiraient au Kremlin pour arrêter la guerre. Alors moi j'ai envie de vous dire, sa plus grande erreur à Valery Zaloujny, c'est de croire qu'il y a eu 150 000 soldats russes tués, selon ses calculs. Ces calculs sont faux. D'après la BBC et Mediazona, on arrive à un gros maximum. Je vous parle vraiment en grattant les fonds de tiroir, c'est-à-dire en allant au-delà de ce que dit BBC Mediazona, à environ 50 000 soldats russes tués. Voilà. Là, d'après BBC Mediazona, qui eux disent beaucoup moins, ils disent environ 42 000, entre 38 000 et 42 000, on va arrondir maintenant à 50 000 pour être au plus proche de la réalité. Zaloujny, lui, il en calcule 150 000. Comment il arrive à 150 000? Donc déjà, sa plus grande erreur, pour moi,
c'est le nombre de soldats russes tués. Ensuite, sa deuxième plus grande erreur, c'était de croire que, en imaginant qu'il y a réellement 150 000 soldats russes tués, comment peut-il croire, stupidement j'ai envie de vous dire, que Vladimir Poutine arrêterait cette guerre qui est vue comme extrêmement importante pour la Russie, pour ne pas dire vitale, il s'arrêtera à 150 000 soldats russes tués. Voilà. Ah non, ça y est, on a trop de soldats russes tués, on arrête la guerre, les Ukrainiens, vous avez gagné, on s'en va, on se retire. Comment peut-il croire cela? Et ça, c'est l'aveu de Zaloujny. Bref, je continue. Le brouillard se dissipe sur Orechtine et la nervosité s'étend parmi les soldats de la 110e brigade mécanisée séparée. Les troupes se réfugient dans des abris souterrains et des pick-up équipés de mitrailleuses de gros calibre sont positionnés parmi les arbres pour abattre les drones qui arriveront bientôt. Nom de code d'un commandant de compagnie d'infanterie corrobore ce qu'indiquent les experts et autres officiers consultés sur le front d'Avdiivka. L'un des changements les plus importants de la guerre a été le bond en avant de Moscou dans la technologie et la production de drones. Ça, c'est extrêmement important, ça, comme phrase. Donc là, il y a un commandant de compagnie d'infanterie corrobore ce qu'indiquent les experts et autres officiers consultés sur le front d'Avdiivka. L'un des changements les plus importants de la guerre a été le bond en avant de Moscou dans la technologie et la production de drones. C'est exactement ce que je vous avais dit dans ma vidéo qui s'appelle « Dernière nouvelle de l'armement russe ». Pour ceux qui me suivent, vous avez dû noter que tout se tient. C'est exactement ce que je vous avais dit dans ma vidéo concernant l'armement russe. Je continue. La supériorité aérienne russe sur l'armée en défense est écrasante, affirment des officiers militaires comme Set. Donc c'est des officiers ukrainiens qui disent la supériorité aérienne russe sur l'armée en défense est écrasante. Ce sont des officiers ukrainiens qui disent ça. Les modèles les plus cités sont les mêmes. Les drones de reconnaissance Orlan observent tout à 3 km du sol. Ils identifient une cible et quelques minutes plus tard, les drones bombardiers Lancet arrivent. Et ce sont des Orlan 10 et les Lancet 3 en général. Ce sont les deux drones les plus utilisés. Set souligne également qu'ils ont constaté une augmentation du nombre de radars ennemis du Zoopark, qui détectent les coordonnées des positions d'artillerie à partir de leurs ondes sonores. Alors là, je découvre quelque chose. Je ne connaissais pas du tout cela. Je ne savais pas que les Russes avaient des radars ennemis Zoopark qui détectent les coordonnées des positions d'artillerie à partir de leurs ondes sonores. Alors là, je découvre une chose très intéressante. Set qualifie l'infanterie russe de zombie, car elle avance même face à une mort presque certaine. Autant qu'il ait pu le constater, les troupes ennemies ne reculent pas, sous peine d'être exécutées sur ordre de leurs supérieurs. Ah, ça faisait longtemps celle-là. Ça faisait longtemps. Alors, ça, pourquoi ce mythe tient bon dans les grands médias occidentaux? C'est parce que du temps de Staline, le NKVD tuait effectivement les soldats qui reculaient et le NKVD était derrière les troupes, justement exprès pour tuer ceux qui voulaient déserter, ceux qui avaient manqué de courage et qui reculaient. Bon, évidemment, le NKVD n'était pas partout dans les troupes de Staline, mais effectivement, on va dire il n'y a pas de fumée sans feu, ça c'est une histoire vraie. Le coup du NKVD qui tuait les gens qui reculaient, il y a eu des généraux qui ont été tués comme ça par le NKVD. Mais ça c'était du temps de Staline. Et là maintenant, voilà, le mythe, le mythe de l'ère moderne, qui est basé sur quelque chose de vrai. Là, c'est voilà,
Alors comment le prouvent-ils? On ne sait pas. Voilà. Et là, c'est dit de manière catégorique, hein. Les troupes ennemies ne reculent pas sous peine d'être exécutées sur leurs supérieurs. Ouais, c'est dit comme ça. Catégorique, c'est 100%. Les services de renseignement américains ont déclaré en octobre qu'ils étaient certains que les ordres du haut commandement russe consistaient à tirer sur les soldats qui battent en retraite lors d'une attaque. Ah bah si c'est les services de renseignement américains qu'ils sont certains qu'il y a des ordres d'en haut qui disent que c'est comme ça, bah alors là vous pouvez les croire sur parole, bien évidemment. Vous voyez ça c'est ce qu'on appelle de la propagande de bas étage. Parce qu'il y a deux types de propagande. Il y a cette propagande-là de bas étage, tabloïde, grotesque, et il y a la propagande patriotique, qui est une propagande normale. C'est-à-dire on gonfle les chiffres, on se fait un peu plus fort qu'on ne l'est, on ment un petit peu, évidemment, hein, pour soutenir le moral. Voilà. Mais on tombe pas dans des choses comme ça. De l'invention pure, c'est de la propagande de bas étage. Mais le pire, c'est que les propagandistes qui propagent ce genre de propagande se décrédibilisent eux-mêmes, bien évidemment. Parce que bon, bah, seuls les plus naïfs et les plus ignorants croient cela, bien évidemment. C'est pas parce que les États-Unis disent qu'ils sont certains que, bah, dans ces cas-là, s'ils sont certains que, c'est qu'ils ont des preuves. Ont-ils montré leurs preuves? S'ils sont si certains d'eux, c'est qu'ils ont des preuves, n'est-il pas? Et ils ne les montrent pas, ces preuves. Parce que vous doutez bien que si le renseignement américain avait des preuves irréfutables que les commandements russes tiraient sur les soldats, vous doutez bien que ce serait dans tous les médias. Et ils en gloseraient à l'infini. Bon, c'est pas le cas, bien évidemment. Alors là, je cite, c'est comme à Bakhmout, ils avancent follement, comme des zombies, parce qu'ils veulent prendre Avdiivka. Quoi qu'il en coûte, explique Alexander, commandant d'une unité exploitant un obusier paladine américain de la 47e brigade. Comme à Bakhmout, souligne-t-il, il y a eu des jours à Avdiivka où jusqu'à 300 drones ont plané dans le ciel. La différence est que son paladin ne dispose pas de suffisamment de munitions. Si à Bakhmout en avril et en été à Orerov sur le front de Zaporojye, son unité tirait entre 100 et 150 obus par jour, à Avdiivka, ils ne peuvent en tirer que 15. Selon le vétéran militaire, les armes perdent également en précision à cause d'une utilisation excessive. En été, son paladin avait une marge d'erreur de 7 mètres sur la cible. Maintenant, c'est 70 mètres. Alors pourquoi il dit ça? Il y a une chose qu'il faut savoir avec les obusiers, c'est qu'à force de tirer, bah, le canon s'use. Et plus le canon s'use, moins il est précis. C'est pour ça que les fameux canons style César ou les canons américains M777 sont très précis en effet quand ils sont neufs. Mais après, ils s'usent très vite. Et il ne faut pas oublier que les obusiers occidentaux, ce sont eux qui s'usent les plus vite. Parce qu'il y a une telle pression de l'obus dans le canon que bah, ça s'use très vite. Et ils n'ont pas été conçus de toute manière concernant la matière, la façon dont il est fabriqué. Bon, bref, la conception, ils n'ont pas été conçus pour des tirs intensifs. Contrairement aux canons russes, plus rustiques, et qui sont conçus pour des tirs intensifs. Les canons américains, français, allemands, etc., occidentaux, c'est pour des tirs de précision, effectivement, mais voilà, pour des embuscades, des escarmouches, des tirs comme ça, quelques tirs, mais pas des tirs pendant 100 ou 200 par jour, hein, bien évidemment. Sans compter que le problème des Ukrainiens, c'est la logistique. Comment changer un canon?
qui est sur le front et qui est usé. Alors là, imaginez-vous, là on a un canon américain, son Paladin, qui au début avait une marge d'erreur de 7 mètres, ce qui est déjà bon, pas mal, on va dire, c'est pas mal comme précision, et maintenant 70 mètres. Là, c'est du grand n'importe quoi comme précision. Voilà ce qui se passe quand le canon n'est pas changé. Vous doutez bien que là, les obusiers ukrainiens, vu la logistique et vu l'état de l'armée ukrainienne, eh bien, ils préfèrent garder leur canon usé, même si l'imprécision est absolument énorme. On parle ici de 70 mètres. C'est-à-dire entre un canon neuf et un canon usé pour le Paladin, on passe de 7 mètres à 70 mètres de précision. C'est absolument terrible. Bah, ils préfèrent le garder malgré tout, parce que s'ils devaient le réparer, eh bien, ça voudrait dire que l'obusier devrait retourner au minimum en Pologne. Donc en imaginant qu'il arrive à bon port à Pologne, ce qu'il ne soit pas détruit en route, et ensuite qu'il revienne sur le front en espérant qu'il ne soit pas détruit en route aussi. Donc bref, risque de perdre l'obusier, non négligeable, et en plus le fait de ne plus avoir d'obusier pendant des semaines. Donc tout bien considéré, ils préfèrent garder leur canon qui est totalement imprécis. Alors on passe à l'autre chapitre, manque de munitions. Le manque de munitions pour l'artillerie ukrainienne a été confirmé par le gouvernement de Volodymyr Zelensky et par Zaloujny, qui dans un essai publié par The Economist a estimé que ses troupes ne disposeraient pas d'un stock suffisant pour revenir à l'attaque avant au moins un an. C'est énorme comme information. Pas de stock suffisant pour revenir à l'attaque avant au moins un an, c'est-à-dire fin 2024. Les alliés de Kiev au sein de l'OTAN sont pratiquement à court de réserve de munitions et l'industrie militaire occidentale ne sera pas en mesure d'armer pleinement son propre pays et l'Ukraine avant la fin 2024, selon les estimations de Zaloujny et des centres d'analyse de défense américains et européens. C'est gros ça comme nouvelle, mais pour ceux qui me suivent, nul étonnement. Ce déficit explique également l'un des plus grands avantages de la Russie dans la guerre, explique Roman, commandant d'une unité de mortier de la 110e brigade séparée ukrainienne. Ces tranchées. Alors ça veut dire que l'un des grands avantages de la Russie par rapport à l'Ukraine, c'est la qualité des tranchées russes. Les Russes sont très en avance sur nous dans l'ingénierie des tranchées, affirme Ivan, qui a rejoint d'autres militaires consultés cet automne sur les différents fronts de Donetsk. Les Russes avancent de 300 ou 500 mètres et creusent, avancent de 300 mètres et creusent, encore. Leurs tranchées sont plus profondes et plus sécurisées que les nôtres. Ils gagnent du terrain et les sécurisent. Lorsque nous prenons une de leurs positions, nous sommes heureux, car nous sommes plus en sécurité dans leurs tranchées que dans les nôtres. Roman souligne que la capacité russe à creuser des tranchées est due au fait qu'elle ne dispose pas de suffisamment de munitions pour l'empêcher. Selon ses calculs, si au début de la guerre ces mortiers pouvaient tirer un obus pour 3 obus ennemis, la différence est aujourd'hui de 1 à 8. Nous ne pouvons pas non plus opérer longtemps à cause des frappes aériennes constantes, ajoute l'officier. Donc voilà, donc 1 pour 8, c'est-à-dire un obus ukrainien tiré pour 8 obus russes tirés, ça a toujours été la constante pendant la guerre, ça a toujours été à peu près cette moyenne. Zaloujny a détaillé dans son rapport pour The Economist que le conflit était entré dans une nouvelle phase, celle de la guerre de position, dans laquelle les grandes manœuvres et les avancées rapides ne sont plus réalisables. Désormais, les tirs dissuasifs et les assauts d'infanterie sur des positions spécifiques prédominent. À cette fin, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a demandé aux alliés internationaux de Kiev la technologie la plus avancée pour prendre le contrôle de l'air, avec des drones et des armes à ondes électromagnétiques, pour contrer les véhicules sans pilote de l'ennemi. Bon, ça c'est du rêve, ils n'auront jamais ça, les Ukrainiens, bien évidemment. L'évaluation de Zaloujny selon laquelle le front stagne a été démentie par Zelensky, bien évidemment.
Mais cela a été un sursaut de pessimisme pour la population ukrainienne et la communauté internationale. Bah oui, parce que les propos de Zaloujny ont eu un grave effet sur le moral des soldats ukrainiens, bien évidemment, et dans le monde entier d'ailleurs, pour tous les supporters de l'Ukraine. Mais à propos des soldats au front, Ivan déclare: rien de ce qu'il a dit n'était nouveau pour nous. C'était un message adressé à nos partenaires à l'étranger pour les avertir que telle est la situation. Donc vous voyez, ce Ivan a déclaré que ce qu'a dit Zaloujny, c'est-à-dire son état, on va dire, défaitiste ou réel et catastrophique de l'armée ukrainienne, n'était pas une nouvelle pour les soldats, comme le dit Ivan. Comme il l'ajoute, il dit c'était pour les partenaires étrangers. Parce qu'évidemment, les soldats ukrainiens savent très bien ce qui se passe pour eux sur le terrain. Cela va de soi. Alors là, sans transition, un article de Ukrainska Pravda, qui a été repris par Yahoo News, qui date du 17 novembre. Selon la BBC, près de 20 000 hommes ont fui l'Ukraine pour éviter la conscription. Bien évidemment. La BBC a découvert que près de 20 000 hommes ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre à grande échelle pour éviter d'être enrôlés dans l'armée du pays. Donc bon, c'est la BBC qui a dénombré environ 20 000 hommes qui ont fui l'Ukraine. Imaginez-vous les chiffres réels, parce que ça, c'est ce qui a été dénombré par la BBC aux frontières. Voilà, donc ils ont mené une enquête très importante, mais tous ceux qui sont passés sous leur radar. Combien en réalité d'hommes ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre? 40 000, 60 000, 80 000? On ne le saura jamais, bien sûr, mais en tout cas, comme c'est bien évident, c'est bien naturel, il y en a infiniment plus de 20 000, parce que ça, c'est uniquement ce qu'a repéré la BBC. Ce qui montre évidemment la motivation extrêmement basse, voire inexistante, de beaucoup d'hommes qui ne veulent pas s'inscrire dans l'armée ukrainienne, bien évidemment. D'après le journal ukrainien The New Voice of Ukraine, donc la nouvelle voix de l'Ukraine, donc qui a été repris par Yahoo News, la Russie a rassemblé plus de 800 missiles de précision avant le redoutable barrage hivernal du système énergétique. Oui, l'Ukraine s'attendait, parce que ça date du 12 novembre l'article, à ce que les Russes attaquent les productions énergétiques du pays, et ça a été déjà le cas, puisque cela a commencé la semaine dernière. Donc les Russes ont commencé à bombarder assez massivement les productions d'énergie de l'Ukraine la semaine dernière. Donc le gouvernement kievien avait déjà prévu la chose, puisque le SBU avait déjà repéré que la Russie avait plus de 800 missiles de précision. Alors quand il parle de missiles de précision, ce sont des missiles balistiques et des missiles de croisière. Alors que lit-on? La Russie a probablement rassemblé 800 missiles à guidage de précision au cours des 8 derniers mois, a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Inat. Alors là, je vous fais un petit parallèle, parce que je vois son nom, ça me rappelle un souvenir marquant. Yuri Inat, ce porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, avait fait une énorme boulette, puisque dans le journal ukrainien, alors par contre je ne sais plus lequel, je ne sais plus si c'est Ukraine Forum ou The New Voice of Ukraine ou The Kiev Independent, bref, oui, quand il y a eu l'attaque des missiles hypersoniques russes à Kiev sur le système Patriot, Yuri Inat avait dit non, nous on n'a rien arrêté du tout, aucun missile hypersonique russe n'a été arrêté, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, je vais réprimander des hauts responsables ukrainiens qui ont menti déjà à plusieurs reprises en disant que nous, les Ukrainiens, avons arrêté des missiles russes, alors qu'en fait, c'était pas vrai. C'est un article absolument dévastateur, un aveu absolument terrible. C'était tellement énorme comme information que j'ai fait 2 vidéos là-dessus à plusieurs semaines d'intervalle. J'avais repris cette vidéo-là.
Ça avait été publié et ça a été effacé le lendemain. Le lendemain. Immédiatement le lendemain, il avait fait une nouvelle déclaration en disant ah bah oui, alors effectivement on a peut-être arrêté des missiles hypersoniques. Donc bon, mais c'était trop tard, bien évidemment. Donc Yuri Inat, je suis étonné qu'il n'ait pas été viré. Mais bon, enfin bref, j'en ai déjà parlé à 2 reprises, donc je ne vais pas y revenir. Passons. Donc 800 missiles à guidage de précision au cours des 8 derniers mois. Il y a 2 mois et demi, la direction principale du renseignement, donc c'est le SBU, hein. Ça c'est version française. En fait, c'est le SBU. Nous a fourni des informations concernant 600 missiles indiquant une capacité de production approximative de 100 missiles par mois, a déclaré INAT. 2 mois plus tard, le décompte actuel s'élève à 800 missiles et plus encore. Ces 2 mois ont notamment connu une faible intensité d'utilisation des missiles. Durant cette période, les missiles Calibre et Iskander-K ont été déployés, mais les missiles KH-101 et KH-555 étaient remarquablement absents. Bon voilà, très vite, c'était pour vous montrer que là, ils s'inquiètent parce que, ils confirment que les Russes ont énormément de missiles. Et là, ils s'inquiétaient d'un barrage hivernal sur les systèmes énergétiques. Mais comme je viens de vous le dire, ça a déjà commencé la semaine dernière. Là, on passe à un article qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui en fait est assez complexe pour celui qui ne connaît pas la politique américaine, qui n'a pas suivi les affaires Biden avec l'Ukraine. C'est un petit peu complexe. Donc je vais vous expliquer vite fait. Donc c'est l'article du New York Times du 14 novembre et que dit-il? L'Ukraine inculpe des responsables liés aux efforts d'enquête sur les Biden. Alors déjà le gros titre commence très fort. Si on y réfléchit 2 secondes. L'Ukraine, donc le gouvernement ukrainien, inculpe des gens qui ont travaillé pour l'État, qui enquêtent sur les Biden. Pour toutes les histoires des Biden, de Joe Biden et de Hunter Biden. En sous-titre, qu'est-ce qu'on lit? 3 responsables ont été accusés d'agir à la demande des services de renseignement russes lorsqu'ils se sont alignés sur les efforts de Rudolph Giuliani pour lier la famille Biden à la corruption en Ukraine. Donc là, ça a l'air de rien ce sous-titre, mais il est très complexe. Alors, il est évident pour ceux qui suivent la politique aux États-Unis, comme moi je la suis tous les jours, mais pour quelqu'un qui ne suit pas, il ne comprend pas du tout ce sous-titre. Alors le New York Times se permet de dire les choses comme ça, parce qu'aux États-Unis, tout le monde est au courant. Tout le monde connaît Giuliani et tout le monde connaît les affaires de Joe Biden et d'Hunter Biden quant à la corruption et leur lien avec le gouvernement ukrainien. Voilà, ça c'est une connaissance universelle aux États-Unis. Mais totalement inconnu, moi j'exagère, plus ou moins connu en Europe, parce que tous les médias européens protègent Joe Biden, comme ils ont protégé Obama, etc., etc., tout simplement parce que tous les grands médias occidentaux, et évidemment aussi européens, pas que les médias américains, sont totalement à la botte de la CIA depuis des décennies. Donc moi je vous le dis depuis très très longtemps, assez régulièrement d'ailleurs. Donc c'est une évidence normalement pour les connaisseurs, c'est une évidence pour tous. Bref, qui est Giuliani déjà, vous allez me dire. Giuliani, c'est un grand avocat, très célèbre, très respecté aux États-Unis, qui est devenu un supporter de Donald Trump, en particulier quand Donald Trump a perdu les élections, puisque aux États-Unis, Donald Trump à minuit avait gagné les élections et tout d'un coup à 6 heures du matin, entre 6 et 7 heures du matin, bing, retournement de situation parce que les bulletins de vote par correspondance étaient soudainement entrés par millions et près de 95% des bulletins de vote, entre 90 et 95% des bulletins de vote, je dis bien par millions, étaient tous pour Joe Biden.
comme par hasard. Alors évidemment, statistiquement, c'était impossible, mais voilà ce qui s'est passé lors de l'élection aux États-Unis avec Trump et Joe Biden. Donc Giuliani, qui a été ulcéré de voir ça, a décidé d'être l'avocat de Donald Trump. Donald Trump en était très content, puisqu'il fait partie des meilleurs avocats des États-Unis. Et Giuliani avait montré toutes les preuves, plus de 200 dossiers à la Cour suprême aux États-Unis pour démontrer qu'il y a eu fraude massive électorale entre Trump et Joe Biden en accusant Facebook, Instagram, le gouvernement américain directement, etc. Twitter à l'époque, quand c'était pas Elon Musk, etc., etc. Bon, bref, sans compter des centaines de témoins sous serment qui ont témoigné pour dire qu'ils ont vu de leurs yeux la fraude, puisque souvent c'était des responsables de surveillance des bulletins de vote, c'est-à-dire qui regardaient les bulletins, parce que aux États-Unis c'est par trou. Bref, là je commence à digresser un peu loin. Non, je digresse pas, mais je vais un petit peu trop loin dans les explications concernant Rudolph Giuliani, hein, donc ex-maire de New York, qui a été un maire de New York pendant des années aussi. Bref, et donc Giuliani enquête sur la famille Biden. Mais il y a beaucoup, avant Giuliani, il y avait d'autres qui enquêtaient sur les exactions de Joe Biden et d'Hunter Biden en Ukraine pour corruption avec le gouvernement ukrainien, bien évidemment. Donc on n'a pas attendu Giuliani, mais bon, Giuliani, lui, évidemment, étant donné, ça c'est qu'il est célèbre, etc. Lui, ça a été beaucoup plus loin, quoi, concernant les preuves. Et donc, bref, l'Ukraine inculpe des responsables de chez eux, leur département de la justice, pour enquêter sur Joe Biden. Et là, immédiatement, que dit l'Ukraine? 3 responsables ont été accusés d'agir à la demande des services de renseignement russes. C'est-à-dire que l'Ukraine, tout d'un coup, dit que ces 3 responsables du département de la justice ukrainienne ont agi comme ça, c'est-à-dire ont décidé de mener une enquête sur les agissements de Joe Biden et de Hunter Biden en Ukraine. Eux, ils disent que ça a été initié par en gros, le FSB, le FSB, c'est-à-dire le service de renseignement russe. Voilà où on en est, quoi. Voilà où on en est. Non, mais n'importe quoi. Alors, en imaginant que le gouvernement ukrainien dise vrai, ça veut dire que le gouvernement ukrainien est tellement corrompu, même son département de la justice, à un point tel que 3 responsables ont été d'accord pour obéir au FSB concernant les enquêtes de Joe Biden avec le gouvernement ukrainien. Ça veut dire quoi que le gouvernement de Zelensky, mais c'est pire que tout. Parce que là, on dit même pas qu'ils ont été payés, qu'ils ont été soudoyés, corrompus. Non, ils ont décidé à la demande des services de renseignement russes. C'est super fort. Alors, on va pas tout lire parce que c'est trop long, on va juste lire le premier paragraphe. La police et les procureurs ukrainiens ont accusé de trahison 2 hommes politiques et un ancien procureur, affirmant qu'ils étaient de connivence avec une agence de renseignement russe pour aider Rudolph Giuliani, il y a plusieurs années, à lier la famille Biden à la corruption en Ukraine. Alors que la corruption de Biden concernant ses liens avec l'Ukraine et réciproquement entre l'Ukraine et Biden est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Aux États-Unis, tout le monde est d'accord. C'est une absolue évidence. Donc voilà, alors inutile de lire tout l'article, parce que ça vous explique dans le détail, mais c'est tellement ridicule. Voilà où en est l'Ukraine. Alors certes, c'est pas militaire, mais voilà, fallait que je vous parle de ça quand même. C'est pour vous dire à quel point tout part en vrille au niveau ukrainien, puisque là, encore une fois, là l'Ukraine étant la marionnette absolue,
l'esclave absolu du gouvernement américain, bah, il va de soi que les Américains ont demandé à Zelensky de virer ses responsables qui accusent le président américain. C'est tout à fait logique, en fait. Voilà, bon, je voulais vous parler de ça. Alors, que peut-on dire en conclusion? Eh bien, si vous regardez bien tous mes points sur l'Ukraine, les conclusions se suivent et se ressemblent. C'est un petit peu toujours la même chose, hein. Donc là, évidemment, on peut parler de l'arrivée du chef de la CIA, on peut parler de l'arrivée de David Cameron à Kiev quasiment le même jour pour voir Zelensky, bien sûr, pour le forcer, entre guillemets, à faire des négociations de paix avec la Russie, puisque les États-Unis savent depuis très longtemps qu'ils ont perdu la guerre. Bien évidemment, l'Europe le sait aussi, mais ils ne peuvent pas lâcher l'Ukraine comme ça ferait mauvais genre vis-à-vis des populations occidentales. Donc ils sont obligés de jouer la comédie, de dire on aidera toujours l'Ukraine, bon, pour ne pas que les gens se moquent d'eux quand même. Mais en fait, tout le monde a envie de lâcher l'Ukraine, surtout avec, malheureusement pour l'Ukraine, les événements de Gaza. Quoi, la guerre entre le Hamas et le gouvernement israélien. Donc ça tombait très mal pour l'Ukraine et donc pour Zelensky. Donc si on voit le chef de la CIA, William Burns, et David Cameron, ex-premier ministre, maintenant ministre des Affaires étrangères anglais, arriver à Kiev quasiment en même temps, vous avez compris. Moi, ça fait ouais, quelques mois que je vous dis que l'Occident veut absolument pousser des négociations avec Vladimir Poutine. Le problème, c'est que Zelensky refuse de manière adamantine, et bien sûr, le Kremlin refuse aussi. Pourquoi le Kremlin voudrait des négociations? Tout se passe très bien pour Vladimir Poutine. Tous les objectifs sont atteints, et encore, bien mieux que prévu, avec un nombre de morts pour une opération de cette envergure qui est en réalité ridiculement bas, surtout comparé au nombre de morts ukrainiens. Les vrais chiffres, c'est à peu près, grosso modo, 50 000 morts côté russe et au minimum 400, plus de 400 000 morts côté ukrainien en réalité. Et pour les côtés ukrainiens, pour savoir le nombre de morts, ben comme ont fait certains journalistes, il suffit de voir les cimetières ukrainiens, tout simplement. Les arrivages, les agrandissements de cimetières, qui sont maintenant gigantesques. Et c'est Zelensky lui-même qui disait que chaque famille ukrainienne comptait un mort parmi eux. Et ça, c'est Zelensky qui le dit. Bon, lui, il a dit ça de manière comme une expression politique, mais qui en dit long sur l'État ukrainien. J'ai envie de vous dire, c'est un lapsus révélateur. Donc, la conclusion est évidente et c'est toujours la même. Bon, alors là, on a eu un dernier coup ukrainien pour dire encore une fois, bah, on existe, hein, c'est des opérations de communication. Il en faut, c'est indispensable. Parce que s'il se passait vraiment rien, bah, là, ça précipiterait la chute de l'Ukraine qui est déjà sur une pente abrupte, hein. La descente est déjà sur une pente très raide. En plus, dernièrement, on a la rébellion des généraux au sein du gouvernement ukrainien. Je vous en ai longuement parlé dans mes points sur l'Ukraine avec Zelensky et ses généraux. Le général Sierski, on n'entend plus parler, qui a été le général de toutes les forces terrestres de l'Ukraine. Ça y est, lui, il est tombé dans les oubliettes. Il ne dit plus rien, c'est fini pour lui. On se demande ce qu'il est devenu d'ailleurs. Donc là, on ne parle que du général Zaloujny, mais il y a tous les autres généraux. Zelensky veut virer 3 autres généraux, sachant qu'il en a viré un et il en a fait assassiner un avec un colis piégé rempli de grenades. Donc voilà. Donc là, rien ne va plus dans le gouvernement ukrainien. Il implose littéralement sous nos yeux, le gouvernement ukrainien. C'est une véritable catastrophe. Les rats veulent quitter le navire. Bien évidemment, c'était inéluctable, ça fait des mois que je vous le dis. Sauf que là, c'est de plus en plus visible.
Donc, bref, l'information intéressante quand même si c'est des réunions entre guillemets secrètes entre les États-Unis, l'Union européenne et Zelensky, il y a eu des fuites, bien évidemment, côté médias américains, et ce qui a été dit dans des grands médias comme le New York Times ou le Washington Post, c'est qu'en fait, les États-Unis veulent dire à Zelensky, tu vas céder l'Est de l'Ukraine et la Crimée. Ça, c'est dit dans les grands médias américains, hein. Donc voilà, et ça va être le début des négociations. Céder l'Est de l'Ukraine et la Crimée. Ça, c'est le point de départ. Évidemment, les Russes ne négocieront pas à moins. Bien évidemment. Donc c'était une évidence. Donc là, ils sont en train de le persuader. Parce que là Zelensky, il devient seul. Il est complètement solitaire et paranoïaque. Donc il veut virer. Ouais, peut-être à raison aussi. Peut-être à raison. C'est-à-dire, il veut virer tous les généraux autour de lui. Voilà. Alors, par qui va-t-il les remplacer, on ne sait pas. Mais là, ça devient la folie pure. Et les États-Unis voient bien que leur marionnette commence à péter un plomb. Franchement, je dois avouer que c'est très difficile pour Zelensky. Faut pas oublier qu'au tout début de la guerre, il a eu des menaces de mort sur lui-même et sa famille s'il n'allait pas en guerre avec la Russie. N'oublions pas aussi la pression américaine et de l'Union européenne sur Zelensky, qui était juste énorme et permanente. Alors que Zelensky voulait négocier pour son pays dès le début et à deux reprises. À deux reprises. Donc le premier, c'était les négociations en Biélorussie et ensuite à Istanbul. Donc à deux reprises, ça a été capoté. Donc il y a même eu un assassinat dans les premières négociations. Un grand négociateur ukrainien qui était à la table des négociations a été assassiné parce qu'il voulait la paix avec la Russie. Faut pas l'oublier. Donc il y a le bataillon Azov, quoi, les factions néo-nazis qui font une pression folle sur Zelensky et même des menaces de mort, et des pressions folles de l'Union européenne et surtout des États-Unis, bien sûr, qui sont les maîtres et les inventeurs de cette guerre. N'oublions pas le coup d'État américain de 2014 à Kiev, hein. Bref, donc voilà ce qu'on peut dire comme conclusion. J'arrête là pour éviter d'être trop long. On va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Donc ça, vous reconnaissez la fameuse carte ukrainienne. Donc les délimitations sont toujours à l'avantage des Ukrainiens, évidemment. Donc on va dire que les délimitations sont fausses par définition. Donc on va parler surtout de deux événements et un petit peu de Bakhmut. Donc l'événement, c'est la traversée du Dniepr par l'armée ukrainienne. Ensuite, on va parler d'Avdiivka, bien entendu, et ensuite de Bakhmut un petit peu, maintenant nommé Artyomovsk. Je vais passer sur une autre carte parce que là, on voit vraiment rien sur cette carte qui est très imprécise, elle est vraiment très mauvaise. Donc on va passer sur Military Map. Et Military Map, donc c'est une carte pour les militaires. Donc là, vous voyez Kherson, la ville de Kherson. Et là où ils ont fait la traversée, c'est ici, donc beaucoup plus au nord. Et c'est ici, donc les forces ukrainiennes ont atteint le petit village de Klinky, et c'est là qu'ils se sont fait bombarder. Voilà, donc c'était juste pour vous situer, je ne vais pas en reparler, j'en ai parlé très très longuement déjà en début de vidéo, donc c'était juste pour vous situer où c'était. Voilà, et là ils ont subi de lourdes pertes. Alors, on va retourner sur l'autre carte. Donc sur le front, dans la région d'Orirov, là où il devait y avoir la percée ukrainienne pour atteindre Tokmak, il ne se passe rien. Sur Ougledar, il ne se passe rien. Malinka non plus. Là où il se passe des choses, c'est sur Avdiivka. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était une carte ukrainienne. Pourtant, cette carte ukrainienne, elle est à jour, elle est au 18 novembre, et ils n'ont toujours pas pris en compte les avancées russes d'il y a, on peut dire, quasiment 3 semaines. Donc, c'est à se demander si je vais encore l'utiliser, cette carte, parce qu'ils ont arrêté de la mettre à jour, carrément. Donc, évidemment, on ne voit aucune avancée russe depuis 3 semaines, en gros. Donc, tout ça, ça a été pris. Alors, petite info, le village de Stepové,
il a été pris. Donc en gros, les Russes ont pris tout ça. Ils ont pris le fameux terril qui est là. Donc tout ça, ce sont des positions un petit peu élevées en altitude, légèrement. Le terril, beaucoup, plusieurs dizaines de mètres d'altitude, voire même plus, d'après ce que j'ai compris, plus de 100 mètres des fois. Les Russes ont pris tout ça et ils sont au port d'Avdiivka. Et là, vous voyez la fameuse voie ferrée. Ça, c'est la voie ferrée. Et la voie ferrée, qui est légèrement surélevée elle aussi, bah, elle a été prise par les Russes. Donc les Russes sont passés. Ils ont passé la voie ferrée ici, ici et ici, avec des véhicules blindés. Et ils ont pris Stepové. Voilà, donc toute cette partie-là est maintenant aux Russes. Et les Russes avancent, hein, même le côté industriel du sud, là, ils ont avancé jusque-là. Donc tout ça, les Russes ont pris. Et ils ont avancé jusqu'à ce village-là. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Avdiivka. Donc ils avancent partout. Les pinces se resserrent, hein. Les pinces se resserrent. Donc les Russes sont ici. Là maintenant, ils sont à peu près ici. Et il y aurait 6 km entre les deux pinces. Ce qui est rien. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Avdiivka. Alors on va remonter, bien sûr, on va parler de Bakhmut, donc maintenant Altiomovsk. Là il s'est passé des choses, donc on va zoomer. Donc là sur Romové, les Russes ont pris Romové, ici. Donc les Français disent Kromovo, mais c'est Romové en russe. Donc ils ont pris tout ça. Là, sur Lysychansk, ils ont pris sur Klishkievka, ils ont pris tout ça. Encore une fois, il n'y a absolument rien à jour. Sur Ivanivske, qui est là, donc à l'est de Bakhmut, donc ils sont à la périphérie de la ville, ils sont juste là. Et Tchassivial, qui est ici, donc Tchassivial, les Russes ils ont fait des avancées jusque-là à peu près. Alors ce sont que des avancées, hein. C'est pas des prises de terrain, c'est des avancées. Alors ils ont pris ici et ils ont, en gros, si vous voulez, les forces russes là, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Donc là, c'est très fin. Leur armée est très fine, elle est très étirée. Et ils ont pris Romové qui est ici. Voilà ce qu'on pouvait dire autour de Bakhmut. Bah, ça avance de partout, absolument de partout. Voilà, et pour le reste, pour le nord, bah, rien. Le chaudron de Sivels qui n'avance pas côté russe. Alors, beaucoup, pareil pour Kupiansk, ça avance pas. Alors évidemment, là, les délimitations sont fausses, encore une fois, hein. Là, aux dernières nouvelles, ils sont à 5 km de Kupiansk, hein. Donc, tout est faux, hein. Évidemment, il n'y a aucune avancée russe qui est montrée. Alors, en fait, les Russes avancent de partout, hein. Ils avancent de partout, mais très très peu, très très peu. Comme je le dis dans tous les points sur l'Ukraine, les Russes ont décidé d'appliquer la stratégie de guerre d'attrition qui a été décidée par le général Soulovikin quand il était en charge. Donc en gros, c'est pour ça qu'ils avancent pas, hein, parce que moi aussi, je me posais la question, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils veulent épuiser au maximum les forces armées ukrainiennes. En fait, tant qu'ils arrivent, ils arrivent. Eux, ils les détruisent, et ça leur va comme ça. Et en fait, d'après ce qu'a dit Piotr Tolstoï, donc le vice-président de la Douma, en fait, ils avanceront quand ils auront complètement épuisé l'armée ukrainienne. Comme ça, il y aura une énorme masse russe qui avancera dans l'Ukraine pour prendre les oblasts qu'ils veulent prendre, et avec un minimum de pertes, puisqu'il y aura quasiment plus de résistance devant. C'est ce qu'ils veulent faire. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à la chaîne Analyse du Monde, aussi appelée Réinformation sur le Monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.